Bon, avez-vous de gros plans pour le Super Bowl? Je travaille. Ah, ben ouais, mais vous travaillez tout le temps. On a des matchs, là. Ouais, il y a 2 matchs en vrai. après-midi. Alors, puis moi, alors que je vais finir... Non, c'est-tu quoi, moi, le Super Bowl? Je m'en sac. C'est vraiment pas ma tasse de thé, le Super Bowl. C'est stupide. Non, mais je sais que c'est un événement. C'est quoi ce jeu-là? Ça s'appelle le football. Personne touche avec ses pieds. Je suis devant, je vais l'écouter, mais je m'arrangerai pas pour me retrouver devant. Tu comprends? C'est Arrange-toi pas pour te retrouver devant. Hein? Parce que... Ça va mal aller. On sait pas... Toi, tu regardes pas ça? Non, mais... Oui. Non, puis moi, je travaille pas. Moi, je suis... Songez. Moi, je regarde ça chez nous. Moi, là, c'est okay? le plus le bout nacho, celle de poulet, tout ça, j'aurais cru qu'il t'interpellait. Ouais, ben, ça a souvent été ça, mais en même temps... C'est le Super Bowl à tous les jours avec ça. Ma vie, c'est d'ailleurs dans mon autobiographie apparaître. Ma vie, cet interminable Super Bowl. Non, mais en vous posant... C'est-à-dire, quand Marc-Antoine a débuté sa réponse, je me suis souvenu qu'à chaque année, je vous le demande, puis à chaque année, c'est ça la réponse. Parce que les gars qui couvrent le Canadien travaillent. Oui, dimanche, mais là, moi, pour la première fois, non. D'ailleurs, je suis assez jaloux parce que généralement, c'est les meilleurs repas du salon Jacques Beauchamp. Les matchs canadiens, c'est souvent les petits brunchs. Des fois, il y a des crêpes Suzette. Parce que c'est... Mais il y aura d'autres matchs en après-midi. Vite comme ça, je pense que non. Sur la route. Oui, sur la route, c'est ça. La route, mais au Centre Bell, c'est pas mal tout le temps juste ça. Des crêpes Suzette. Ouais, genre j'avais ça. Avec le guéridon. Mais je me rappelle plus si, depuis la pandémie, je suis pas certain qu'on a eu droit à cette gâterie, là. Mais c'est généralement assez agréable. C'est des beaux moments. De toute façon, le temps des sucres est ça déjà commencé. approche, c'est ça. Oui. Les érables coulent, là. Ah ouais. Ça coulait. Il y en a qui ont coulé dans le temps des fêtes tellement qu'il faisait chaud. Relativement chaud, hein. Les oiseaux chantonnaient cette gazouillent, semaine. Tout à fait. Ça cache pour mourir. Ouais. Bon, d'accord. Non, moi, je suis tranquille. Super Bowl tranquille. Ouais, moi aussi, je vais aller en ski avec les enfants. Je suis pas sûr qu'on va regarder ça. Là. Ça les intéresse pas. De toute façon, on les a, les albums de Taylor Swift. On n'a pas besoin de regarder ça. J'ai un minuscule chandail de Ben Roethlisberger, par exemple. Vraiment comme un minuscule que je pourrais mettre à ma plus jeune fille. Là. Tu sais que ça va pas très bien du côté des Steelers puis qu'ils sont pas... Puis comment va Ben? Ben, c'est moyen aussi. Là, Ben, il n'a pas eu une grosse saison, hein, je pense. Je pense qu'il arrive là, à la fin. C'est terminé. C'est terminé. C'est pas eu une si bonne existence. Non, mais c'est parce que ce chandail existe depuis plusieurs années. Puis je suis zéro un fan des Steelers. Là, je me rappelle plus comment j'en suis venu à avoir ça, mais je vais peut-être le mettre à ma fille. Elle va être excessivement mignonne avec son minuscule chandail de Ben Roethlisberger. Qui est né au moment où les Steelers remportaient le Super Bowl en 1980? Alexandre Contre les Rams de Los Angeles. Le 20 janvier 1980? C'est moi. Le médecin, la légende veut que le médecin ait interrompu son Super Bowl pour venir assister ma mère. Wow. Eh bien. Aujourd'hui, quel excellent premier trio! Quel excellent premier trio! Nous autres? Le shérif est repentant. Et est-ce qu'il y a du danger à Tampa? C'est tellement hockey, épisode 295. C'est toujours arrêté. Là. Il y a 2 secondes de jeu, 20 minutes de pub. Je reprenais sur c'est quoi ton personnage? Prends ça, football américain. C'est comme le sport parfait là, pour prendre une pause, aller chercher une bière, faire cuire les ailes de poulet. Lire Marcel Proust. Oui, à la recherche du temps. Des affaires de même. Perdu. Avec vos 2 journalistes affectés. Oui. Ce sont vos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. J'ai nommé messieurs Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Vraiment, la game est plus vite, les jeux t'as moins de temps, t'as moins d'espace, mais à chaque game show qui fait quelque chose, puis c'est encourageant. Fait que c'est puis on serait delusional, comment tu dis ça? Désillusionné. Ouais, c'est un mot ça en français? Je l'utilise pas beaucoup en français, je trouve. Si on penserait qu'il serait sur la glace puis il ferait pas d'erreur. Le hockey, c'est une game d'erreur. Mais il faut t'apprendre de pas faire la même tout le temps. Fait que je pense qu'il est engagé, il veut apprendre puis tout, puis il a une bonne attitude.
Alors, une erreur à ne pas refaire, ce serait de traduire delusional par désillusionné, parce que c'est pas exactement On va le dire à Charles. Là. C'est pas exactement ça. Charles n'est pas Chantal. C'est ça. Et on le salue. On les salue. Chantal. On sait tout. Martin Saint-Louis. le nom du département de communication. Tu prends la peine d'expliquer? Non, puis j'irai pas sur le deuxième nom non plus. Non. Martin Saint-Louis, donc à propos de Arber Xhekaj, il y a 2 sujets de conversation dans cette petite semaine du Canadien. Alors, soyez rassurés, on va parler des 3 gardiens pendant 50 minutes. Non, je pense pas. Je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Merci. Je pense. Mais la semaine prochaine. Ce qu'ils vont faire avec Jacques Alain, là. Parce que là, Jacques était au casino hier, puis mais là, on en reparlera quand on se rapprochera de la date limite des transactions. Donc, Martin Saint-Louis, à propos de Arber Xhekaj, qui est l'un des 2 sujets qui ont monopolisé l'attention dans la vie du Canadien de Montréal. Colosses. Les deux costauds. Xhekaj, parce que ça va moins bien, et Juraj, parce que ça va très bien. On commence avec Xhekaj. D'ailleurs, tu as encore une fois publié un excellent texte à ce sujet. Ouais, c'est gentil. Non, mais tu rappelais qu'au début de l'année, on avait identifié tous les potentiels guignes de 2e année. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Xhekaj est tombé exactement dans les pièges que Saint-Louis et Gallagher disaient qu'il fallait éviter. Ouais. Puis Gallagher disait, honnêtement, moi, ma 2e saison, ça s'est très bien passé. Puis s'il y avait un seul conseil que j'aurais à donner, ce serait de rien tenir pour acquis. Puis Xhekaj, ça fait 2 semaines qu'il n'arrête pas de dire qu'il a tenu beaucoup de choses pour acquis. Et Martin Saint-Louis l'expliquait un petit peu plus en détail. Si tu t'éloignes de ta routine, d'une préparation exemplaire, d'une discipline, mais là, je parle pas juste sur la glace, mais d'une discipline de vie, vraiment, ça a un effet domino. Ça va faire boule de neige, puis tu risques d'avoir des problèmes sur la glace, puis bon. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Xhekaj l'a reconnu lui-même, a dit, hier quand je jasais avec, a dit, honnêtement, je pensais pas que je me croyais établi ou que je tenais les choses pour acquises. Non, c'est jamais aussi simple. Là. Non, tu t'es pas en train de te dire, là, je tiens les choses pour acquises en ce moment. Moi, là, j'appartiens. C'est ça. J'appartiens à ce monde. Mais ça se fait inconsciemment, je pense. Puis avec le recul, c'est le regard qu'il portait sur son début de saison particulièrement. C'est les premiers mois avant qu'il se blesse. Là. Et puis, c'est ça. Alors, il a reconnu un peu ses torts, ses fautes, et il est vraiment tombé, quand je suis allé relire le texte que j'avais écrit au mois de septembre, il est vraiment tombé dans les pièges, entre guillemets, les écueils que ses coéquipiers et l'entraîneur disaient qu'il fallait absolument éviter. Alors, premièrement, c'est un signe de maturité de sa part de reconnaître ça, je pense, aussi rapidement. C'est encore un très jeune homme, vient juste d'avoir 23 ans, un séjour à Laval qui a été certainement profitable, mais reste qu'il est tombé dans la hiérarchie défensive du club pour le moment. Et le Canadien devra faire un peu de ménage éventuellement dans toute sa gang de jeunes défenseurs. Alors, c'est intéressant de voir qui va se placer où, puis est-ce que Struble va demeurer là où il est présentement? Est-ce que Xhekaj va être en mesure de reprendre cette place au soleil, si on veut? Est-ce que Harris va pouvoir se dégoter une spécialité ou une caractéristique dominante qui va faire en sorte qu'il pourrait rester, ou bon, etc., etc. Alors, tu sais, il y a tout ce portrait-là qui est en train de se dessiner tranquillement. Moi, ce que je trouve intéressant à propos de Xhekaj, puis c'est vrai que c'est un piège que tous les jeunes joueurs ont de sentir qu'ils sont arrivés alors qu'ils ne sont pas nécessairement, c'est que dans le cas de Xhekaj tout particulièrement, c'est qu'il est débarqué dans la Ligue nationale en créant rapidement une aura autour de lui. T'sais, il est arrivé, il avait 21 ans quand il est arrivé, il n'avait pas joué dans la Ligue américaine, et puis du jour au lendemain, il est devenu un des joueurs les plus intimidants sur la patinoire. Alors, tu sais, je me mets à sa place, là, c'est pas, sans dire qu'il s'enfle la tête, tu te dis, OK, wow, là, j'arrive puis je peux m'imposer tout de suite de cette manière-là. Tu sais, c'est pas pareil qu'un joueur qui arrive puis qui connaît des débuts sensationnels avec ses habiletés, puis à un moment donné, il va passer des bouts plus difficiles. C'est que lui, c'est au niveau vraiment de la présence sur glace, puis du côté macho quasiment de la game, tu sais. Et ça, c'est rare qu'un gars de 21 ans arrive, puis tout le monde fait « Wow, attends une seconde, là, ce gars-là, on est obligé d'en tenir compte, il est imposant, il est intimidant, il va nous frapper, on doit garder la tête haute. » Alors, je pense que ça a rendu ça plus
possible ou plus vraisemblable qu'il tombe dans ce piège-là à cause justement de la situation particulière dans laquelle il était. Oui, il se fait appeler le shérif, est un des favoris de la foule. Caulfield a vécu ça un peu, je pense aussi. Rappelez-vous, il est arrivé pendant la saison de la pandémie, ça se passe super bien, il connaît des bonnes séries éliminatoires, puis déjà, ça devient une vedette, puis un des favoris des partisans. Puis, bon, l'année d'après, il y a des gens qui disent que Dominique Ducharme lui a coûté son trophée Calder. Ça a été, je pense qu'il avait marqué un but en 30 matchs, là, de mémoire environ. Ça se passait très, très mal en début de saison, mais je pense qu'il y avait un peu aussi de... son visage était placardé partout à travers la ville. Il faisait des pubs pour McDo ou autre. Il avait été propulsé extrêmement rapidement. Il avait connu des bons débuts, même si on s'entend qu'on parle pas du même type de joueur du tout. Peut-être qu'il pensait que il y aurait une certaine facilité, le mot peut-être fort un peu, mais qu'il maîtrisait la situation, tu sais. Puis disons qu'il y a eu un solide rappel à l'ordre aussi, donc c'est pas inhabituel. Puis c'est vrai que le point que tu apportes d'être propulsé dans ce vedettariat très rapidement là. À Montréal, en plus, c'est un marché où tout l'engouement fait en sorte que dès que ça marche le moindrement, ben tu deviens un peu la saveur du mois, surtout si... Et les gens sont tellement affamés d'espoir, puis regardent tellement vers l'avenir que quand tu as une de ces personnes-là qui représente l'avenir puis qui connaît des succès immédiats, ben c'est sûr que tout le monde s'emballe, puis à un moment donné, ben c'est très tentant de se laisser porter par cette spirale-là, tu sais, qui te monte, mais à un moment donné, qui devient un peu artificielle, démesurée, puis c'est bon de retomber sur le plancher des vaches. Cela dit, là, il est dans une situation un peu embêtante, parce qu'il est dans... Une petite rotation, là, pour l'instant. Non, puis c'est pas très confortable pour, retrouver son aplomb, tu sais. Je lisais que, c'est ça, tu rapportais, Alex, que il joue un peu dans la peur de faire une gaffe. Ben, c'est ce qui se dégage en ce moment, moi, je trouve. J'ai trouvé ça particulier qu'il aille s'excuser à Martin Saint-Louis après ses 2 punitions, c'était contre les Highlanders. Il sait qu'il a fait des erreurs, puis Martin le sait, puis je sais pas à quel point on a besoin de revenir là-dessus en long et en large, mais c'est correct. Regarde, il a pris ça sur lui, puis c'est un gars assez humble. Mais ça témoigne d'un état d'esprit qui est pas... Mais on dirait que c'était comme un peu moins le couteau entre les dents. Tu vas t'excuser. Je sais que je me suis trompé. Moi, je m'excuse jamais. J'aurais pas dû faire ça. Ça, c'est une bonne attitude. Regarde ça, c'est une bonne attitude. Ouais. Puis bon, mais c'est pas grave en soi ni rien. Mais il me semble que le Arbor Xhekaj de l'année dernière se serait pas excusé d'avoir raté son jeu sur Matthew Barzal, par exemple, puis de l'avoir accroché un petit peu trop haut. Puis alors, c'est peut-être juste de... Là, il faut... Peut-être que s'excuser, c'est aussi lancer le message à son coach que je comprends... Il a compris. Je comprends ce que tu sais, là où je dois m'améliorer, je suis capable de reconnaître les choses que je fais pas bien, puis j'aime mieux le communiquer directement, tu sais, au lieu de faire « Non, tu sais, hier, c'est hier, je me reprendrai la prochaine fois », puis je pense qu'il veut surtout pas dégager l'impression d'un gars qui est au-dessus de ses affaires. Non, c'est vrai. Et ça peut aider à... Mais il y a un équilibre à trouver, lui aussi. Puis Martin Saint-Louis le disait ça hier, puis il disait, tu sais, faire attention comment tu diriges les intentions. Moi, il l'a dit en anglais, là, ça se traduit mal comme ça, mais qu'est-ce que tu fais avec un gars qui va faire une erreur, mais c'était un bon jeu, dans le fond. Ouais. Son idée était bonne, l'intention était bonne, il avait bien lu la situation, bien identifié, analysé le truc, mais il n'a pas réussi à l'exécuter, il n'a pas réussi à le faire. Ça vaut un peu pour Xhekaj aussi, tu sais, l'élément physique de son jeu, c'est une composante essentielle, là, puis c'est ce qui fait qu'il se démarque là, au-delà des batailles et tout ça, c'est que c'est un vrai tough, tu sais, et il faut qu'il joue avec cette arrogance-là sans verser trop souvent de l'autre côté, puisque ça va arriver, évidemment, là, mais tout est une question de ratio. Alors, tu sens là, que Xhekaj est peut-être un peu mêlé là-dedans. Là. Mêlé, je sais pas si c'est le bon mot, mais il cherche l'équilibre en ce moment. Puis Saint-Louis en est conscient. En tout cas, je pense que même si en ce moment, il est plus hésitant, puis ça va faire en sorte qu'il va s'éloigner de son identité de joueur robuste à cause de ça, ce qui va lui permettre de se replacer dans les bonnes grâces de l'équipe, puis de sortir de cette rotation-là actuelle, je pense que c'est vraiment d'améliorer son jeu en défense parce que toute l'organisation semble flairer en lui un certain potentiel offensif. Ouais. Tu sais, je m'entretenais au début du mois de janvier avec Jean-François Houle alors que Arbor Xhekaj était toujours à Laval. Puis il dit il va faire des choses offensivement que pour l'instant, là,
on s'imagine même pas qu'il en est capable. T'sais, alors, eux, ils voient comme quelque chose de... Il y a vraiment une couche là, offensive qui est cachée puis qu'à un moment donné va se révéler. Mais je suis pas certain que ce soit cet élément offensif-là qui va être suffisant pour vraiment l'aider à se camper comme défenseur régulier dans la Ligue nationale. Puis un joueur, normalement, de son profil, avec son gabarit, avec son côté mean, ça doit... tu sais, 99 fois sur 100, ça vient avec des atouts défensifs. Alors, tu sais, je trouverais ça étrange que la faiblesse de son jeu, ce soit la défense. Alors, il doit... Parce que sinon, c'est surtout dans son territoire qu'il va être capable de dissuader l'adversaire à cause de sa robustesse, de dire non, Pitt, il va falloir que vous alliez de l'autre côté. Mais sauf que s'il y a des vulnérabilités au plan défensif, ben, qu'il soit robuste ou non, finalement, ça ne changera rien. Alors, ce qui doit vraiment améliorer, c'est les éléments au point de vue défensif, éviter de se faire contourner. Il y a quand même un bon coup de patin. Vraiment, pour un gars de sa taille. Absolument. Alors, utiliser sa mobilité, utiliser son bâton à meilleur escient, faire des bonnes lectures aussi, de reconnaître où sont les adversaires. Puis ça, Martin parle souvent de la gestion du risque également. Tous ces éléments-là dans sa zone, je pense qu'il faut qu'il mise là-dessus, puis il faut qu'il... On parle tout le temps les joueurs disent qu'ils doivent travailler dans leur force, mais dans le cas de Xhekaj, je pense qu'il doit réussir à améliorer ses lacunes, parce que dans le profil de joueur qu'il est, s'il n'arrive pas à s'améliorer défensivement, il n'y a pas les atouts en attaque, à mon sens, pour dire on va vivre avec ces lacunes défensives parce qu'il nous en donne tellement offensivement. Xhekaj est comme finalement le tableau dans l'affaire Thomas Crown. Oh là là. Ouais. Il y a une couche. Quand on a peint à l'eau, une couche. Attention, divulgachi. Ouais, c'est sorti en 99, je pense. Non, mais il y en a si tu l'as pas vu, c'est parce que tu veux pas le voir. Ouais, c'est ça. Il y a une couche peinte à l'eau par-dessus le Monet. Et là, quand les gicleurs partent, ça révèle le Monet sous la couche. Le Monet étant ici la couche offensive d'Arber Xhekaj. Puis la peinture à l'eau étant ce qu'on soupçonne pas, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on cache, ce qui est caché. Un peu comme Pierce Brosnan. L'aimez-vous, Arber? S'il fallait que ce soit lui qui quitte, parce que tu parlais du ménage, s'il fallait que ce soit lui qui quitte, seriez-vous triste? Ben, évidemment. Premièrement, j'aime le gars. Donc, je serais triste pour ça. Mais au-delà de ça, le hockeyeur a trop des atouts uniques pour que le Canadien puisse s'en départir si tôt là, dans son développement. Ça demeure... Mais Martin, qui n'est pas là et qu'on salue, utilise souvent le terme « c'est une licorne ». Ouais. Bon, mais c'est ça. Il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, c'est un pensée si bien. Là. Les questions quand les gens parlent d'échanger Arber Xhekaj, c'est simplement parce qu'en ce moment, il ne connaît pas une bonne saison. Mais quand dans une perspective à plus long terme, c'est un gars qui a énormément de valeur. Et de potentiel. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui voudraient l'échanger. Ben oui, mais tu changes pas un gars quand tu veux au plus bas de sa valeur de toute manière. Oui, parce qu'Harris, ça vaut pas grand-chose. Dans le sens, c'est plus... C'est pas qu'on veut l'échanger, c'est juste qu'il y a juste 6 postes. Et encore, et qui plus est, 3 à gauche. Ouais, mais... À un moment donné, quand tu vas rentrer en séries éliminatoires... Non, je comprends, mais je veux dire, il y a un ménage qui s'impose. Ah oui, ça va se faire, c'est sûr. Souhait, ça peut pas... Ah oui, parce que Reinbacker, Mailloux... qui aurait 3 gardiens de but, je sais que ça sonne complètement ridicule, mais ça n'a pas d'allure. Donc, et de tous ces défenseurs-là, gaucher, c'est ça. Xhekaj, d'ailleurs, tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça si jamais tu décides que c'est lui que tu sacrifies. Là, pendant qu'il était à Laval, Sportsnet rapportait il y a quelques semaines qu'il y a plusieurs équipes qui s'étaient enquis de cette disponibilité et que la réponse aurait été un ferme non. Non, puis c'est très, très correct. Là. Mais ça, on va avoir de la peine, c'est ça? Non, mais il partira pas, là. Quand Xhekaj va être échangé, on va faire un épisode spécial. Posthume. Il ne sera pas échangé. Avec de la musique triste. Avec la toune de l'affaire Thomas Crown. De Nina Simone. Nina Simone. Oui. Le titre. Centerman. Bravo, Marc. Il y a de la culture ici. Pour vrai, là, ça transpire en dehors du studio. Uri, je sais pas, voulez-vous parler de Uri? Ça va bien pour Uri. Oui. Là, on est rendu, écoute, Uri Slafkovský, on est rendu à 7 buts et 8 passes. C'est 21 derniers matchs. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, ça va bien. Tu sais, non, mais c'est vrai que ça va bien. Ouais. Moi, j'ai aimé surtout son premier but.
du dernier match, là. C'est le genre de... Ça rentrait au poste. Ouais, mais c'est le genre de filet qui marquait pas avant. Là. C'est sûr que son tir sur réception en avantage numérique, c'était très joli, là, mais il y avait beaucoup d'espace. Puis bon, c'est sûr qu'au poids qu'il a, s'il la connecte comme du monde, elle va rentrer. Mais son premier but, je trouvais que c'est vraiment un but de marqueur. Là, avec, il était pris, il y avait un couvreur sur lui, il y avait peu d'espace, beau petit toe drag, là. Hein? L'orteil ramené, je sais pas trop comment ça. Oui. Et vraiment un bon. C'est un but de marqueur. Oui. C'est un but de marqueur comme on n'en voyait pas vraiment de sa part. Non, même si on savait qu'il y avait ça en lui quand même. Alors oui, ça va bien. Dans le hockey, il est souvent question. En fait, dans le milieu du recrutement en anglais, il parle de dual threat. Alors, c'est les doubles menaces. Les gars qui sont des menaces comme étant passeurs, des menaces comme étant tireurs. Je pense que la propension première de Slafkovský, c'est de passer. Dans son esprit, il est davantage un fabricant de jeu qu'un marqueur. Mais sauf que c'est important, s'il veut devenir une double menace, qu'il développe cette facette-là de son jeu, parce que ça va faire en sorte que l'adversaire va moins le voir venir, va moins tricher. Puis, marquer des buts, c'est vrai pour Slafkovský comme pour tout le monde, c'est que c'est une dose de confiance énorme. T'sais. Alors, je pense que je dis souvent « tu sais » ce matin. Je sais pas pourquoi. Normalement, je suis 15 points en 20 matchs, tu sais. 21 matchs. Je vais ça d'habitude. Mais là, t'as raison. Puis ce qui est étonnant jusqu'à un certain point, c'est que personne l'avait étiqueté de cette façon-là. Là. Fabricant de jeu en premier, à son repêchage et tout. Parce tout le monde nous parlait de ses habiletés de marqueur, les buts aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, etc. Mais moi, ça m'avait frappé parce que je m'étais assis avec lui au Combine avant le repêchage. Puis c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, moi, je me perçois d'abord et avant tout comme un fabricant de jeu, un gars, un passeur, vision du jeu, utilise mes mains pour faire des passes. On le voit à l'occasion. Puis Martin que l'on salue. Leclerc, oui. Disait ça il y a quelques semaines. C'est peut-être ça la dominante dans son jeu, sa capacité à distribuer la rondelle. Cela dit, je veux pas me faire d'ennemis en Slovaquie, mais il y avait peut-être c'était peut-être mieux de tirer que de passer quand il jouait avec l'équipe nationale, considérant qu'il n'y avait peut-être pas... Qu'est-ce que tu veux dire? J'essaie de dire que les joueurs avec qui il jouait n'étaient pas bons. C'est ça que tu voulais dire. Donc, c'est peut-être pas... Il y a peut-être qu'une fois avec le Canadien... tu veux dire, parce que ça fait longtemps qu'il parlait de l'équipe nationale. Non, je parlais sur l'équipe nationale. Non, mais on disait, on a surtout vu ses buts, mais peut-être que quand il est arrivé avec le Canadien, je sais pas, il s'est dit... Là, je vais leur donner la rondelle à eux autres. Ils sont bons. C'est vrai qu'il y a un peu plus il y avait un peu plus de déférence dans son jeu quand il était avec le Canadien, mais son objectif, son état d'esprit depuis toujours, c'est je veux être l'homme de la situation. Je veux être celui qui va faire la différence. Alors, avec l'équipe nationale slovaque, il était immédiatement propulsé dans cette position-là. C'est le message qu'il a reçu depuis qu'il est tout jeune, à l'effet qu'il est la plus belle invention depuis le pain tranché slovaque. Ben, aux Jeux olympiques, il a commencé sur le 4e trio. Ça n'a pas duré longtemps, là, mais Craig Ramsay l'avait placé au sein du 4e trio, mais il avait 17 ans. Et puis, très rapidement, il a gravi les échelons, mais il a fallu quand même qu'il fasse ses preuves au tout début. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on vous a demandé de compléter la phrase suivante. Nick Suzuki est aussi bon que... Et ça a marché fort. On a eu pas mal de réponses. Frédéric sur le book, aussi bon que l'annonce du médicament Ribelsus. Hein, ça commence fort. Ça commence fort. Il y a un peu de ça. Laurence, aussi bon que lui-même. Nicole, Suzuki n'est pas un compteur de buts. C'est plus un passeur. Bon. On parlait de cette dualité-là tout à l'heure, c'est intéressant. Benoît, plus qu'un gars qui va faire un maximum de 82 points par année, c'est bien correct de même. Hey, on se fâche pas, Benoît. Toujours sur le book que Plekanec, ça revient souvent. Il est aussi bon que Thomas Plekanec. Commentez, messieurs. Je pense qu'il va être meilleur que Thomas Plekanec. Plus complet. JP, que Matt Duchesne est aussi bon que Matt Duchesne. Pas du tout le même type de joueur. Non, Duchesne était strictement offensif, davantage un ailier qu'un centre. Il dépanne au centre, mais il y a bien des coachs au fil de sa carrière qui préféraient l'utiliser à l'aile plutôt qu'au centre. Des lacunes défensives, Matt. Toujours sur le book, Jean-François Tremblay, aussi bon que du bon pain. Il ne mentionne pas si c'est un pain slovaque ou un pain d'ici. Bon, Plekanec, Jean-Simon, ça revient. Sur le Twitter maintenant.
Jack, aussi bon que sa fiche le démontre. Bien joué, Jack. Aussi bon que le reste de l'équipe, ça c'est Denis. Tiens, aussi bon, Michel, aussi bon que Nick Suzuki, point d'exclamation, parce qu'on est encore loin d'avoir vu ce qu'il peut faire. Lui aussi, il y a peut-être une couche, c'est peut-être comme le... Ben, c'est drôle parce qu'à l'âge où il arrive, Nick Suzuki, on pourrait très bien se dire, il est ce qu'il est, tu sais, parce qu'il, tu sais. Alors, parce que là, il a 24 ans. Mais, il y a chaque année, il y a eu un petit pas. C'est ça. À chaque année, il y a un petit pas de plus, puis c'est toujours par en avant. Puis regarde Brad Marchand. Oui. Qui sait? Mais t'as raison que ça commence à être un produit plus fini. Cela étant dit, mais c'est vrai que t'as raison. Il y a des pas en avant à chaque année et ces disettes offensives, il y a eu des gros creux de vague dans les années précédentes. Cette année, il y a eu des creux de vague de l'équipe, mais lui, personnellement, j'ai pas l'impression que ça a été des disettes énormes où tu dis pendant 20 matchs, voyons qu'est-ce qui se passe avec Nick Suzuki. Puis l'année dernière, 66 points en 82 matchs. C'était son sommet en carrière, puis là, il est à 45 en 50. Fait que, ne serait-ce qu'au plan offensif, il y a une amélioration, puis au plan défensif, ça c'est clair qu'il y a une amélioration. Ses chiffres défensifs sont bien meilleurs. Bien meilleurs. Sur le Twitter, toujours, Louis-François que Bergeron, on présume Patrice. Aussi bon que Patrice, on va se garder une petite gêne. Aussi bon que Patrice, on va se garder une petite gêne. Sur le Tube, Jean-Philippe, que Alexandre Gascon, ton nom revient souvent aussi. Mais on peut le comprendre. Coyez-vous deux fois. Il est meilleur que moi. Il est meilleur que toi, oui. Il y a Pop Cow et CL. Non, ça, c'est trop compliqué. Et Coyez-vous, aussi bon que Saku Coyez-vous. Encore là, style de joueur différent. Ouais. J'aimais beaucoup la combativité de Saku Koivu, mais en termes de positionner un centre numéro 1 qui n'est pas super bien entouré ou centre numéro 1 par défaut, je peux reconnaître la parenté, mais Saku Koivu, il a tellement été éprouvé par les blessures et par la maladie que sa courbe, il n'y a pas eu la courbe de progression que l'on voit de Suzuki. Il y a un bien meilleur lancé que Koivu. Suzuki, j'ai l'impression qu'il a peut-être un meilleur instinct de buteur. Puis une petite dernière sur le Gram. Un monstre de chill. Nick Suzuki à son apogée égale Elias Lindholm à son apogée. Puis Lindholm, ça revenait aussi. Ouais, il a une parenté là aussi. Ben, Suzuki veut vraiment devenir un des meilleurs joueurs sur 200 pieds de la Ligue nationale. Je pense qu'il aimerait beaucoup pouvoir entrer dans le petit cénacle de la conversation du trophée Selke année après année. Lindholm, maintenant, en fait partie au même titre que Kopitar, Barkov, et surtout maintenant que Bergeron a pris sa retraite. C'est un nouveau groupe qui va se définir puis qui va se disputer ce trophée-là d'année en année. Il y a encore des croûtes à manger au point de vue défensif, mais au moins, il aspire à ça. Mais offensivement, oui, ça pourrait être un bon objectif. S'il devient Elias Lindholm, je pense que c'est une comparaison qui tient. Mais là, Kent Hughes va pouvoir aller chercher beaucoup dans une transaction, comme on l'a vu récemment. Juste avant de changer de sujet, on va revenir sur le Super Bowl, non? Brendan Gignac, son entrée en scène. Fernand? Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'étais comme... J'ai pas poursuivi la conversation. On va enquêter là-dessus. On va aller demander tu demanderas. Regarde, on pourrait regarder via Google, mais... Et tu l'es à l'âge de 43 ans, toi aussi. Brendan Gignac nous a offert exactement ce qu'on pensait bien qu'il allait offrir. On va lui donner un petit peu plus de temps. Là. Mais il avait pas l'air... Moi, j'ai trouvé qu'il était il avait pas l'air dépaysé, là. Tout à fait à sa place. Moi, j'aime bien le fait que... On n'a pas hésité à se tourner vers lui. Il a quand même joué près de 15 minutes. Ouais. Pour un premier match. C'était le deuxième trio. C'était le deuxième trio. Ouais. Parce que sinon, ça serait Jake Evans. Je pense que Evans a montré quand même les limites au point de vue offensif. Il s'est fait tendre la perche. Et puis, il s'est fait donner l'occasion de montrer ce qu'il pouvait faire avec des meilleurs joueurs offensifs. Mais je pense qu'à un moment donné, on frappe un mur avec Evans. Il y a des bonnes intentions. Il y a un coup de patin, etc. Mais sauf qu'il n'y a tellement pas d'atout de finisseur. Tu dis... c'est ça. Parce qu'il réalise des bonnes actions. Ouais. Il y a des chances qui se créent. Il y a des jeux intelligents qui sont faits. Puis tu fais, OK... Les entrées de zone adverses sont bonnes. Je trouve que Evans est quand même en transition. Tu te dis, tiens,
c'est le fun. Il réussit à amener le jeu dans l'autre zone. Il y a une compréhension offensive, je trouve, mais c'est vrai que ça aboutit rarement. Puis même si t'en vois souvent, tu te dis, à un moment donné, il faudrait que ça marche. Faudrait qu'une fois que Jake a amené le jeu dans la zone adverse, que l'arbitre siffle, puis qu'on mette. Puis là, il y a une pub. Puis là, finalement, il y a un gars qui arrive avec un ballon, qui donne un coup de pied. OK. Bon, deux équipes dont on va discuter qui sont sur, je sais pas si elles sont sur des trajectoires opposées, peut-être. Et il y a, il y a plein de liens à faire. On verra si on les fait. Voulez-vous commencer par l'équipe qui monte ou l'équipe qui baisse? C'est toi l'animateur, hein? Non, mais c'est ça. Je suis comme moi. Il n'y a pas de jeu dans le mot équipe. On va commencer avec celle qui monte. Au début de la saison, on regardait les équipes là, qui devaient faire un pas en avant. Il y avait dans le lot les Sénateurs d'Ottawa, les Sabres de Buffalo. Puis on disait des Red Wings de Détroit, de ce lot-là, c'est l'équipe qu'on comprend le moins. Ça a l'air un peu improvisé, puis ça regarde bien mal. C'est rabouté un peu, là. Alors, preuve numéro 162 qu'on connaît ça. Non, mais vas-y, Marc. Mais moi, je suis surpris. Je suis le premier surpris de voir que les Wings s'accrochent, puis que c'est de ces équipes-là que j'ai nommées, qui est celle qui est le plus proche des séries. Je suis pas certain de comprendre complètement où s'en va Steve Yzerman. Non, c'est ça, moi non plus. Parce que depuis l'an dernier, c'est une équipe qui a quand même plusieurs bons jeunes, mais il retarde l'entrée de certains de ces jeunes-là dans la Ligue nationale. Et en attendant, on a colmaté certaines brèches en allant chercher des joueurs plus âgés. Puis ça, c'est vrai depuis 2 ans. Alors, c'est une équipe... Alors, quand on regarde les performances des Red Wings, tu te dis dans quelle mesure c'est les fruits de leur reconstruction, du fait que finalement, des gars comme Lucas Raymond émergent, de Moritz Seider en défense, etc. Mais tu regardes, on arrive rapidement à la fin parce que sinon, c'est essentiellement ça, là. Nate Danielson qui vient d'être repêché est encore dans le junior. Marco Casper, je pense, si je ne m'abuse, il y a eu quelques matchs, mais c'est tout. Puis il n'a pas une bonne saison. Non. Puis William Wallinder, dis-je, défenseur, n'est pas dans la Ligue nationale non plus. Tu sais, tu as plusieurs atouts intéressants qui ont été issus du repêchage, mais c'est pas eux qui font gagner l'équipe en ce moment. C'est ce groupe de vétérans qui ont été raboudinés un petit peu. Alors, tu sais, quand je pense à David Perron qui a été amené... Ben Sherratt, ils ont amené Shane Gostisbehere, Justin Hall en défense également. Andrew Copp, tu sais. Alors, c'est une équipe qui est comme dans un entre-deux parce qu'elle arrive à maturité, puis c'est plusieurs... ce noyau-là, c'est un groupe dans la fin vingtaine. Alors, ils font gagner l'équipe, mais en même temps, ils occupent des postes qui éventuellement vont être donnés à de plus jeunes joueurs. Alors, j'ai l'impression que les performances ont quelque chose d'artificiel. T'sais. C'est clair que l'arrivée de Brinkett a beaucoup aidé les Red Wings. C'est clair que Dylan Larkin est encore un super joueur. Puis on parlait de Lucas Raymond. C'est sûr que lui, il est comme la jeune vedette qui doit continuer de s'épanouir. Mais je suis pas convaincu que c'est la preuve, ce qu'on voit, même si les Red Wings sont dans le portrait des séries qui cognent à la porte puis qui pourraient bien se tailler une place en séries éliminatoires, que c'est le fruit d'une démarche de reconstruction qui se dit « Ah, tiens, ça aboutit, et qu'ils ça a sont fonctionné. » pour un bout. Peut-être. Exact. C'est ça. Ouais. Peut-être que là, ils vont faire les séries cette année, mais que l'année prochaine... Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est comme s'il avait passé la seconde un peu trop vite, là. Yzerman, il a appuyé, il a enclenché la phase 2 de la reconstruction prématurément. Tu sais. On dirait qu'il n'y avait pas la masse critique d'espoir et le talent de pointe dont on a parlé pas mal dans les dernières semaines avec le Canadien pour dire OK, là, j'en ai suffisamment, je vais les entourer, on s'en va dans la bonne direction, là, puis on va bâtir. C'est du développement durable qu'on fait. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est dans le développement durable. J'ai vraiment pas compris l'échange de Philippe Hronek l'année dernière. À la date limite des transactions, qui d'ailleurs a pas éclos, parce que c'était déjà un bon défenseur, mais qui s'est épanoui. Une formidable saison à Vancouver. Alors, je loge à la même enseigne que Marc-Antoine là-dessus. J'ai l'impression, artificiel, c'est le bon mot. Il y a pas... Puis il manque aussi de talent de pointe dans
le groupe là, déjà présent ou qui s'en vient pour l'instant. Mais il y a une affaire qu'on oublie tout le temps. C'est qu'ils ont reculé tout le temps dans toutes les loteries. Non, c'est pas ce que j'allais dire, mais ça, c'est vrai. Ils ont été très malchanceux. C'est les plus malchanceux de la Ligue nationale. Ouais. Ils reculaient toujours de 3 rangs. Mais non, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que toutes ces équipes-là ont un propriétaire. Et puis, à un moment donné, le propriétaire met son propre type de pression. Les Red Wings ont ouvert le Little Caesars Arena il y a quelques années. Très bel amphithéâtre, ouais. Absolument. Avec beaucoup de bancs vides au fil des ans. Et c'est et je pense que les propriétaires des Red Wings commencent à taper du pied et dire il faut que nos fortunes changent. Là. C'est bien beau qu'on s'appelle Hockey Town, mais est-ce qu'on peut mettre des victoires à côté du nom Red Wings? Alors, ça, c'est une composante avec laquelle Steve Yzerman doit composer, parce que même si lui, dans sa tête, se dit « on n'est pas tout à fait là », etc., j'avais entendu des propos de Ken Holland qui disait « ah ouais, mais moi, j'avais moi-même entamé la reconstruction à Détroit dans mes dernières saisons là-bas. Ça date pas d'hier que cette équipe-là est en transformation. Alors, à un moment donné, il y a probablement une pression qui vient d'en haut d'avoir des résultats plus immédiats, et ça fait en sorte que même si tu as un certain plan en tête pour pouvoir amener une jeune équipe à maturité, ben, tu es obligé de prendre des raccourcis pour pouvoir répondre aux doléances de ton patron. Ouais. Ce qui parfois se vaut, parce qu'on le voit aussi que l'extrême patience puis la reconstruction lente et méthodique aboutit pas toujours. Là. Tu parlais des Sénateurs puis des Sabres juste avant. Mm-hmm. Ça se peut qu'ils n'aient pas envie de vivre ça non plus. Mm-hmm. À l'opposé, je disais, fait que là, c'est ça, c'est peut-être pas tant une équipe en ascension, ou du moins cette ascension-là est peut-être artificielle. Ben, elle va quand même, elle a de sérieuses chances de participer aux séries éliminatoires. Ouais, on leur souhaite. Ça, c'est bien. C'est bien. Ouais, vous avez peut-être oublié, là, mais c'est le fun, hein? C'est bien, les séries éliminatoires. C'est bien. Là où il faut peut-être s'inquiéter, moi, enfin, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi c'est la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu les images de la blessure de Mikhail Sergachev. Mais je me suis dit, il me semble que t'aimes pas... c'est le genre d'affaire qui pourrait peut-être comme sonner le glas d'une saison qui, disons-le, Kucherov a beau être en feu. C'est pas farfelu d'imaginer que le Lightning rate les séries. Là. Il va falloir que Victor Hedman prenne les bouchées doubles. Ben, il les prend depuis des années. C'est ça. Apparemment, il a dit quoi? Non, mais là, Sergachev était pas mal rendu le défenseur numéro 1A, mettons, de cette équipe-là, là, où les deux se partagent le titre, disons, mais Hedman est moins le mâle alpha, le meilleur défenseur de la Ligue nationale qui a été, à mon avis, pendant longtemps. Je pense plus que ce soit le cas. Il est encore excellent. Top 10. Mais là, assurément, probablement top 5, ouais. Top 3. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça va tomber un peu sur lui, là. Oui, absolument. Puis, mais c'est pas une grande défense, là, le Lightning. Ça va être de voir qu'est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller chercher. Julien Brisebois nous a souvent habitués à des coups créatifs là, à l'approche de la date limite des transactions. Il place ses pions, il manœuvre avec le plafond salarial depuis le début de la saison pour essayer de dégager. Ben, je disais ça rapidement, c'est pas si intéressant, mais... Je te trompe, c'est passionnant. Je reçois les communiqués du Lightning. Et déjà, cette amorce-là, les gens sont scotchés à leur chaise. Ouais. Montez le son. Et puis, il y a toujours des manœuvres entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de joueurs de second ordre, si je peux dire. Un tel est rappelé, un tel est renvoyé en bas, sans arrêt, mais ce n'est que sur papier, parce que ces joueurs-là ne font pas le voyage Syracuse, la magnifique route Tampa Bay. Mais c'est pour aller extraire chaque petit dollar possible pour avoir une plus grande marge de manœuvre quand on approche de la date limite des échanges, comme c'est le cas présentement. Alors, c'est finement... c'est un homme d'affaires rusé, retard, oserais-je dire, dans le cas de Julien. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Mais d'après moi, il va certainement essayer d'améliorer sa défense, parce que c'est pas avec le cousin d'Astérix là, qu'il va aller gagner quelque chose. Perbix, oui. Quand un joueur clé rate plusieurs semaines, puis revient au jeu, on peut présumer que pendant son absence, les gars se disent on va en donner plus, on va serrer les coudes, puis
l'important, c'est de garder la tête hors de l'eau, puis il va venir nous aider après. D'ailleurs, est-ce qu'on sait, c'est l'absence, est-ce qu'on a une idée de ça? Là, il vient de se faire opérer au tibia, à mon sens. Ça ne revient pas cette année. Moi, je reçois les communiqués du Lightning, je ne sais pas si je vous l'ai dit, puis c'était précisé que il n'y avait pas d'échéancier. Il est blessé au bas du corps. On n'a pas donné d'échéancier pour le moment. Mais c'était ça aussi. Non, c'était en détail. Il s'est fait opérer. Est-ce que vous le retrouvez? Tibia et péroné, je pense. Tibia et péroné de la jambe gauche. D'accord. A successful surgery. OK, j'ai ça ici. Là. Mais, donc, pour que tu reprennes. Mais mon point, c'est que Sergachev avait raté pratiquement 2 mois d'activité. Et il avait manqué 18 matchs. Et durant ces 18 matchs-là, le Lightning, quand même, avait fait assez bonne figure. 13 victoires, 5 défaites. Donc, c'est très bon. Une moyenne de points de 722. Alors, les choses se sont bien passées. Mais là, qu'on le perde de nouveau, pour ce groupe de défenseurs-là qui a déjà pris les bouchées doubles en son absence, de dire, OK, là, le sprint de fin d'année et peut-être les séries éliminatoires, il faut qu'on se débrouille sans lui. Ça va commencer à être beaucoup leur demander. T'sais. Alors, c'est une équipe qui m'apparaît fragile, qui se fait rattraper par son manque de profondeur aussi. Et alors qu'à chaque fois qu'il y a un blessé chez des joueurs clés, tu peux difficilement demander à du personnel de soutien d'occuper de meilleurs rôles parce qu'on arrive à la limite. Voilà. Alors, c'est une équipe qui a très, très bien survécu ou qui s'est illustrée avec ses joueurs vedettes, mais aussi avec de bons employés de soutien, entre autres sur son 3e trio, mais là, j'ai l'impression que ça commence à être un peu plus fragile. Alors, ils vont se retrouver en pleine course contre les Red Wings de Détroit, justement. Alors, quand on parlait d'équipes qui montent et d'équipes qui descendent, le Lightning est beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'a été dans les années précédentes. Et de se poser ce genre de questions-là, quand ça a beau être un joueur très important, ça a beau être un élément central, mais quand on commence à s'inquiéter de l'absence d'un joueur dans ton équipe, c'est peut-être aussi les premiers signes d'un déclin. Ça démontre une certaine fragilité. D'un déclin à venir. Surtout que, comme tu le dis, Marc-Antoine, il y a la journée où cette équipe-là ne sera plus capable de se qualifier pour les séries ou enfin de se battre pour quelque chose, ça risque d'être long, là. Parce que la journée où tes meilleurs joueurs seront sur la pente descendante parce que il y a eu tellement de sacrifices, on a tellement sacrifié l'avenir pour avoir du succès au présent que c'est ça, l'avenir il est loin. Oui, comme les Caps par exemple. Ouais. C'est sûr qu'un jour tu dois faire face, tu paies tes dettes. Comme disaient les Ming, à un moment donné, la dynastie, ça se paye. C'est ça. Mais dans le cas d'Andrei Vasilevski, leur gardien de but, ça, c'est un autre joueur clé. Qui n'était pas là en début d'année. Lui, il n'était pas là en début d'année, puis il a un rôle clé pour pouvoir maintenir cette équipe-là. Tu sais, on disait que, à propos de Carey Price à l'époque, que c'était le grand égalisateur. Vasilevski a un peu le même rôle avec le Lightning de Tampa Bay, sauf qu'en carrière, il y a un taux d'efficacité de 918. Puis là, en ce moment, il est à 8,99. Il ne connaît pas une grande saison. C'est une équipe qui réussit à gagner des matchs parce qu'ils marquent des buts. Mais ils ont plus de difficultés à en prévenir. Puis c'est certainement pas en absence de Sergachev qu'ils vont pouvoir continuer d'afficher une ligne bleue très, très solide. Donc, ils ont vraiment besoin de remplir le filet adverse s'ils veulent gagner. Steven Stamkos va-t-il aller aux Olympiques, vous pensez? Aux Olympiques? C'est dans 2 ans, c'est loin. Ouais. Je me posais la question l'autre fois, c'est pour ça que je vous la pose. Je pense pas. Quand on regarde quand les gens font des listes préliminaires, il est toujours là. Ouais. Mais j'étais comme... C'est parce que c'est dans 2 ans. Ouais. Il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts, mais sauf que si on avait à regarder par quelle porte Nick Suzuki pourrait entrer pour pouvoir obtenir un poste qui est loin d'être acquis. Loin. Je fronce des sourcils. Ouais. Ben, je pense qu'il y a peut-être... T'as aucune chance que Nick Suzuki fasse la sélection canadienne. Non, très peu, mais... C'est parce que est-ce qu'il y a une porte par laquelle il peut se faufiler? Peut-être que ça peut arriver. Celle de Stamkos, mais il serait certainement pas le seul candidat. Il y a Barzell, il y a plusieurs joueurs, c'est ça. Ça dépend des besoins de cette équipe-là. À partir du moment où on disait que Nick Suzuki est toujours là... C'est vrai que dans 2 ans... Dans 2 ans, s'il continue à grimper des petits échelons... Je retire ce que j'ai dit. On sait jamais, mais c'est loin d'être acquis. Je pense que Montembeault a de meilleures chances qu'il y a lui au moment où on se parle. Fait qu'on fait ça, un petit clin d'œil aux Jeux olympiques en fin d'épisode. C'est ça qu'on a. Je suis désolé, ça m'a traversé l'esprit.
C'est dans 2 ans. Ben, c'est parce qu'on commence à y penser, on est excités, ça va être le fun. Le tournoi des 4 nations qui vient à Montréal aussi. Ça va être le fun. 2025. Ça va être le fun. T'es tellement cynique. Non, ça va être le fun, mais... C'est chez nous. Oui, ça va être chez nous. L'Amérique t'a pourri, toi. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va être là. On devrait. On ira. Ben là, moi, je vais aller à Boston, puis toi, tu resteras à Montréal. Bon, là-dessus, c'en est assez. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Tu as toute notre gratitude pour ça. Ça me fait plaisir. Entre autres, et pour ces quelques minutes qu'on vient de passer ensemble. Merci infiniment. Je suis touché. Alexandre Gascon, tu es également l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Oui. Merci. C'est un honneur. Merci. Je rappelle qu'on peut vous lire, vous entendre et vous voir sur toutes nos plateformes. En autant que vous ne pouvez pas nous sentir. Bientôt, en Odorama. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de ce balado. Merci, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon Super Bowl. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.